Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume, et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 19e épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qui s'intitule, comme chaque année, Euro Podcast. vous le savez, si vous nous suivez depuis déjà quelques saisons, le mois de mai est l'occasion pour nous de vous proposer 2 podcasts plus thématiques autour de sujets qui nous sont chers. On vous propose aujourd'hui un tour d'horizon de l'Union européenne et on espère vous donner des pistes et quelques connaissances sur le fonctionnement de cette vénérable mais fragile institution. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast, ou par mail, tranche2couple@gmail.com. On commence tout de suite par notre rubrique d'actu. Alors, actu qui aujourd'hui, bien sûr, est focalisée sur l'Union européenne. Eh bien oui, aujourd'hui, je vous propose de revenir sur quelque chose dont on vous a déjà parlé ici, quelque chose qui fait débat, c'est le veto, et même plus particulièrement la fin du veto au sein du Conseil européen. Est-ce que cette fin est en vue ? Pas si vite, mais l'idée fait son chemin. C'est un sujet qui revient donc très régulièrement sur la table, porté par l'un ou l'autre grand pays notamment. Mais d'ailleurs, plutôt que de parler de veto, Max me l'a bien reprécisé ce matin, il vaut mieux parler de vote à l'unanimité versus vote à la majorité qualifié. Petit rappel, au Conseil de l'Union européenne, qui réunit les ministres européens par thématique, seul un vote à l'unanimité permet en effet de valider une décision, législative ou non, sur certains sujets. Chacun des 27 dispose donc de facto d'un veto, même si c'est pas comme ça qu'on va l'appeler, puisqu'il suffit d'une voix prononcée contre une décision pour l'invalider. Cette règle s'appliquait à tous les votes du Conseil à l'époque de la CEE, la Communauté économique européenne. Elle a peu à peu été remplacée par le vote à la majorité qualifiée dans la plupart des domaines, 85 domaines aujourd'hui, de l'agriculture au transport en passant par le numérique par exemple. Aujourd'hui, environ 80% des actes législatifs de l'Union sont adoptés au Conseil à l'issue d'un vote à la majorité qualifiée. Celui-ci nécessite l'approbation de 55% des États membres, soit 15 sur 27, représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. L'unanimité subsiste aujourd'hui dans certaines décisions en matière notamment sociale, budgétaire, fiscale, affaires intérieures, citoyenneté et pour toute révision des traités européens, mais également, et c'est là que ça va nous intéresser aujourd'hui, sur les questions de politique étrangère, qui est un domaine sensible, qui rentre dans les domaines dits régaliens et qui sont ces domaines l'apanage des États et une chasse jalousement gardée. On l'a vu notamment sur l'adoption, on y reviendra l'an dernier, de mesures qu'on aurait voulu rapides de sanctions contre la Russie et ou d'aide militaire ou financière à l'Ukraine, certains pays, enfin surtout un certain pays, ont rechigné à valider ces mesures puisque leur propre intérêt n'est manifestement pas dans une Union européenne puissante, sauf quand il s'agit d'en récupérer les fonds, mais plutôt de garder de bonnes relations avec le grand voisin russe. Un club des amis du vote à la majorité qualifiée, c'est comme ça que ça s'appelle, a été créé, emmené par Berlin, le chancelier Olaf Scholz, et vient d'être porté donc sur les fonds baptismaux. Constitué comme une sorte de lobby interne de l'Union européenne, l'Allemagne a clairement choisi de l'orienter vers les décisions de politique étrangère, notamment suite, comme je viens de vous le dire, aux problèmes qu'il y a eu l'année dernière et puis cette année encore sur les décisions concernant l'Ukraine. C'est un combat déjà ancien de l'Allemagne, Scholz en avait par ailleurs déjà parlé l'an dernier, et ce club regroupe aujourd'hui l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Slovénie. Il est ouvert à de futurs adhérents. Selon Scholz, ce n'est pas l'unanimité qui crée la plus grande légitimité démocratique possible, mais au contraire, c'est la lutte pour des majorités et la recherche de compromis en tenant compte des minorités qui nous caractérisent en tant que démocrates. C'est une position, somme toute allemande, puisque c'est un peu aussi comme ça que fonctionne le système politique en Allemagne. Mais même les Français, donc, s'y sont ralliés. Le but est aussi d'éviter que le droit de veto lié à l'unanimité ne serve surtout de moyen de chantage lorsqu'un pays tient en otage toute l'Union européenne pour une question totalement étrangère à la décision à prendre. La Hongrie, la Pologne ou Chypre sur la Turquie ont excellé dans ce genre de sport ces dernières années, offrant une image désastreuse pour l'Europe géopolitique et le pouvoir de l'Union européenne sur la scène internationale.
Autant dire que ce sera un processus très très long, comme vous l'avez vu dans les noms des pays que j'ai énoncés tout à l'heure. Ce sont essentiellement des grands pays, essentiellement des anciens pays de l'Union européenne. Maintenant, il va falloir convaincre un par un l'ensemble des pays que le passage à la majorité qualifiée est une bonne décision, puisqu'il faudra une unanimité pour passer à la majorité qualifiée. Ben oui, si tout était simple, on n'en serait pas là. Ça serait plus simple. Ça serait plus simple, tout à fait. Alors, on s'est dit qu'on allait utiliser cet Euro-podcast aussi pour vous aider à accroître votre connaissance de l'Union européenne. Et donc, Max, tu vas nous parler d'une institution dont on ne vous parle pas énormément, mais qui est pourtant fort importante au sein de l'Union européenne. Il s'agit de... La Cour de justice de l'Union européenne. Alors, tadam, revenons un petit peu en arrière. Peut-être que vous le savez ou pas, mais quand on parle des institutions ou du système institutionnel de l'Union européenne, il y a 7 institutions, 7 organes de l'Union européenne et plus de 30 agences qui sont réparties dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors, si l'on se focalise sur les 7 institutions, on en a 4 principales dont on parle beaucoup, qui fournissent les orientations politiques et jouent des rôles différents dans le processus législatif de l'Union. Ce sont le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, et puis la Commission européenne. Ça, on vous en parle assez souvent. Mais il y a aussi 3 autres institutions qui jouent un rôle plus spécifique, et ce sont la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes européenne. Alors au total, et ça j'aime bien le redire aussi parce que ça donne un petit sens de proportion, toutes ces institutions, organes et agences, c'est 60 000 fonctionnaires européens qui sont au service des 450 millions d'Européens. Alors pour donner une petite comparaison, le ministère français des Finances, c'est 140 000 personnes. 60 000, 140 000... Voilà, donc ça donne un petit sens de proportion. Mais alors, revenons aujourd'hui sur cette institution un peu moins connue, mais dont je pense que vous avez tous entendu parler, donc cette Cour de justice de l'Union européenne. Alors, c'est quoi son rôle ? C'est de veiller au respect du droit de l'Union et à ce que les traités soient correctement interprétés et appliqués. La Cour veille aussi à ce que les pays de l'Union européenne respectent les obligations qui leur incombent en vertu des traités et interprète le droit à la demande des juridictions nationales. Alors, c'est un rôle essentiel parce que l'Union européenne, comme construction supranationale, elle est avant tout bâtie sur un cadre légal fondé par les traités, établissant ce qui relève d'une compétence qui a été transférée, déléguée à l'Union européenne, d'une compétence partagée ou d'une compétence purement nationale. Alors, la Cour de justice a été créée en 1952 et elle siège à... Luxembourg. Exactement. La petite ville calme et tranquille de Luxembourg. On y reviendra un peu plus tard dans le podcast. Alors, la Cour de justice est composée de 27 juges, le même nombre que le nombre d'États membres. Oh ben ça alors. Et de 11 avocats généraux. Les juges et avocats généraux sont désignés d'un accord commun par les gouvernements des États membres après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidatures proposées à l'exercice des fonctions en cause. Ils ont un mandat de 6 ans renouvelable. Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences qui sont adaptées au poste. La Cour peut siéger en assemblée plénière, c'est-à-dire avec tous les juges, en grande chambre, avec 15 juges, ou en chambre à 5 ou 3 juges. Alors concrètement, lorsque la Cour est saisie, il y a d'abord une étape écrite qui permet à un juge rapporteur ou une juge rapporteuse et un avocat général de statuer du nombre de juges qui devraient être assignés à l'affaire selon son importance et sa complexité. Et elle détermine si une audience doit avoir lieu. Donc la deuxième étape, elle est en effet orale à travers une audience publique où les avocats des parties exposent leurs arguments et où l'avocat général peut rendre des conclusions. Et à l'issue, les juges délibèrent et rendent des conclusions. Alors les décisions de la Cour de justice constituent ce qu'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire qu'elles constituent une base sur laquelle on construit progressivement l'interprétation du droit de l'Union. Par exemple, la Cour a clarifié que les administrations nationales et les juges nationaux doivent appliquer pleinement le droit de l'Union européenne dans leur sphère de compétences, parce que le droit de l'Union, il s'applique directement aux citoyens européens.
La jurisprudence établit aussi la primauté du droit de l'Union sur le droit national. Donc s'il y a une incompatibilité entre les deux, c'est le droit de l'Union qui prévaut. Et ce, même si la loi, elle est postérieure. Donc si par exemple, il y a un Parlement qui adopte une loi après qu'une loi de l'Union a été adoptée et que la loi nationale est incompatible, ben, à nouveau, on va pouvoir casser la loi nationale. Elle ne s'appliquera pas parce qu'elle est contraire à un droit qui a été adopté au niveau de l'Union. Coucou les Hongrois. Autre élément important, les États membres sont responsables s'ils violent le droit de l'Union et il peut y avoir par conséquent des obligations de réparation et en particulier financières. On vous en avait parlé dans le cas de la Hongrie et de la Pologne aussi. Alors, si en tant que particulier ou entreprise, vous avez subi des dommages suite à l'action ou l'inaction d'une institution de l'Union européenne, vous pouvez saisir la Cour, soit indirectement au travers des juridictions nationales, qui pourront décider s'il est nécessaire de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, ou alors directement en saisissant le tribunal de cette Cour de justice, si une décision prise par une institution de l'Union européenne vous concerne de manière directe et individuelle. Bon, j'imagine par exemple que si vous êtes un employé d'une des institutions de l'Union européenne et que, je sais pas quoi, il se passe quelque chose, bah là, du coup, ça vous concerne directement et donc vous pouvez directement aller voir le tribunal, la Cour de justice. Voilà. Ben, on espère que tout ça vous aura donné une meilleure connaissance de ce que c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, pourquoi c'est un organe absolument fondamental, une institution fondamentale, et voilà, que quand vous entendrez à la radio qu'il y a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ben vous saurez que ça se réfère à l'application des traités et du droit de l'Union européenne. Et elle a été prise dans la ville calme et tranquille de Luxembourg. Oui, Luxembourg. Tu nous fais une petite... Luxembourg, chou. Luxembourgitude, presque en fait. Notre point belgitude du jour est consacré à Bruxelles. Encore une fois, évidemment, on est un peu pas très objectif sans doute, mais et ça nous amène même plus précisément, encore une fois, autour du rond-point Schuman, centre névralgique de l'Union européenne à Bruxelles, avec la place du luxe. Pour rappel, autour du rond-point Schuman, on trouve le Conseil européen, le Service européen d'action extérieure et surtout le Berlaymont, le Parlement de le bâtiment de la Commission européenne. Mon Dieu, ce lapsus. Et non pas donc le Conseil européen, mais bien le siège du Conseil de l'Union européenne. C'est ça, absolument, tout à fait. C'est exactement où se réunit également le Conseil européen, mais c'est bien l'institution du Conseil. Mais là, t'as perdu. Non, voilà. On avait dit qu'on faisait simple aujourd'hui. Bon, on essaye quand même de faire simple sur l'Union européenne. Mais enfin bref, revenons à notre rond-point, qui aurait d'ailleurs bien pu ne jamais exister à Bruxelles, mais bien à Liège ou à Nice. Comment ça ? Ben oui, lors de la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ancêtre de l'Union européenne, Jean Monnet, son fondateur, alors à la tête de l'institution, propose d'installer son siège à Nice. Sans doute bon pour la santé et pour le climat, mais pas tellement logique d'un point de vue géographique, puisque les grandes régions du charbon et de l'acier à l'époque étaient l'Alsace, la Lorraine, la Ruhr en Allemagne, une partie du Luxembourg et une petite partie de la Belgique. Donc effectivement, mettre un siège à 1000 km du centre névralgique où se passent réellement les choses, ça n'a pas un sens très grand. C'est bon pour le trafic aérien. C'était excellent pour le trafic aérien, c'était pas forcément un problème à l'époque. Alors voilà, cette proposition de Nice ne reçoit pas un écho très, très positif. Le collègue belge propose alors la ville de Liège, qui était la ville où il était politiquement impliqué, naturellement. Et puis d'autres collègues proposent Luxembourg. Sauf que, en proposant Luxembourg, ils n'avaient pas le soutien de la population locale qui craignait que cela ne vienne rompre la tranquillité et la qualité de vie dans la ville. Trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Mais finalement, la ville de Luxembourg finit par céder et par accueillir le siège de la CECA, avant qu'un traité ne fusionne Euratom, la Communauté économique européenne et la CECA en 1967, et que le siège ne déménage à Bruxelles, le siège de la CECA, puisque Bruxelles accueillait déjà les sièges d'Euratom et de la CEE. Installé officiellement provisoirement au 40 rue de la Loi pendant des années, donc le papier en tête, notamment pour la petite anecdote de la Commission européenne, a mentionné une adresse temporaire pendant quasiment 20 ou 30 ans. C'est une histoire tout à fait belge finalement. C'est le traité de Nice qui nous permet de boucler cette boucle et qui installe définitivement la Commission européenne à Bruxelles en 2001. Enfin, 20 ou 30 ans...
Plutôt 60 ans, quoi. 1967-2001. 40 ans. 67-2001, 44 ans. 44 ans. Et voilà, une adresse provisoire de 44 ans. Mais voilà, C'était provisoire. C'est une Du coup, adresse peut-être qu'ils ne provisoire. payaient pas d'impôts. J'ai pas les infos, je vous laisserai faire vos propres recherches, comme on dit aujourd'hui. Écoute, merci pour cette petite trace d'histoire. Et on passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple. Et quand on parle d'Europe, on parle du mois de mai, on parle de l'Eurovision. Tadada, c'était hier soir. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Ce rassemblement, cette montagne de paillettes et kitsch, tout réuni en même temps dans un seul endroit. Cette grand-messe de la communauté gay aussi, on ne va pas se mentir. Pas que. On connaît des hétéros qui s'amusent beaucoup devant l'Eurovision aussi, mais de fait. Mais qui parfois mélange un drapeau de la paix avec un drapeau LGBT. Écoute, bon, chacun verra midi sa porte. Alors, édition de l'Eurovision qui aurait dû avoir lieu en Ukraine, puisque Absolument. c'est l'Ukraine qui avait gagné l'année dernière, et donc c'est toujours le pays qui a gagné l'année précédente qui organise l'édition suivante. Cependant, compte tenu des quelques remous qui ont lieu en ce moment en Ukraine, c'était un peu compliqué de garantir une organisation correcte pour d'une édition en Ukraine. Quand Guillaume dit les remous, il parle bien de la guerre provoquée par l'invasion de la Russie par Vladimir Poutine. Voilà, en Ukraine. Alors, on a passé une très bonne soirée hier soir pour revenir à notre sujet chez les amis. À regarder en vidéoprojecteur l'Eurovision en grand écran, c'est quand même assez classe quand même. Hein. Et alors, faire des petits commentaires. Pieds, là. Parce que notre écran est trop petit, il est une bonne taille, raisonnable quand même. Même pas, j'ai rien dit en plus. Bon, après, pourquoi pas, hein, mais on ne l'exclut pas à moyen terme, mais pour l'instant, je vois pas le problème, c'est qu'ils n'ont pas inventé encore le comment on appelle ça, le projecteur sans fil. C'est-à-dire que le projecteur, tu le mets forcément au bout de ton salon et tu as ta connexion avec le reste de tes appareils. Oui, mais je te rappelle que ton cher et tendre a installé une gaine électrique qui permet de faire passer des fils d'un côté du salon à l'autre pour permettre d'installer le home cinéma. Donc ce n'est pas une excuse. Voilà. Comme ça, vous savez que j'ai aussi des petits talents de bricolage. Hein. Voilà, si jamais vous cherchez, j'ai des tarifs compétitifs pour le bricolage. Ah, mais on m'avait pas dit. On m'avait pas dit. Mais pas pour toi. Toi, c'est tarif double, toi. Magnifique. Vous voyez comme quoi la vie de couple, l'amour, c'est vraiment. On sent qu'on a vraiment tout nous est offert. Bon, et donc finalement, Max, ton top 3 de cette Eurovision, c'était quoi ? Moi, c'était très simple. Vraiment, voilà. Donc, c'était Chypre, l'Italie. Vas-y. Ah non, je vais pas dire le Suisse, que franchement, moi, je vais pas être sûr qu'il fait le Suisse. Alors, je vous laisse deviner quel est sur quel critère très objectif se base le top 3 de Max. On a le droit d'être un peu cliché, précise que ce ne sont absolument pas des critères musicaux. Hein. J'étais pas mauvais, le chypriote et l'italien. L'italien, oui. Mais leur plastique n'était pas mauvaise non plus. Oui, c'est ça, oui. Oui. Absolument. Non, mais voilà, bien noté. Donc, Chypre, l'Italie et la Croatie. Moi, je mettrais la Croatie. Je vais quand même mettre la France en premier parce que, quand même, voilà, il y a un moment donné, c'était l'Eurovision, c'est la France. C'était pas la présentation du siècle, mais non, mais alors, j'ai rien compris. Mes amis belges, je suis vraiment désolé. Vous qui nous écoutez, je sais qu'en Belgique, il y a eu un engouement monstrueux autour de votre candidat, mais j'ai vraiment pas compris hier soir. Pourtant, j'ai fait les efforts. Autant la française qui partait d'assez bas dans mon estime, je savais vraiment pas trop à quoi m'attendre, et puis elle partait quand même avec un assez mauvais a priori. Elle avait annulé une prestation il y a quelques semaines auquel était supposé participer l'ensemble des candidats pour des raisons pas tout à fait super claires, une espèce de mini burn-out ou quelque chose comme ça. Ok, donc acte, mais du coup, on savait pas trop à quoi s'attendre pour elle. Et non, mais finalement, c'était pas si mal. Donc la France en premier, la Croatie en deuxième. Donc je sais pas si vous avez vu la Croatie. Alors évidemment, c'est pas pour des raisons artistiques. Là, on est vraiment sur du what the fuck, mais c'est typiquement l'Eurovision. C'est-à-dire que les Croates nous ont pondu une chanson qui
qui est complètement délirante au sujet. C'était quoi? C'était un peu une chanson anti-Vladimir Poutine, quoi. Ah bah c'était complètement une chanson anti-Vladimir Poutine. Sur la scène de l'Eurovision, vous savez, une scène neutre, tout ça, pas trop politisé, tout ça. Ouais, enfin tout est politique dans l'Eurovision. Tout est politique. gay D'ailleurs, et tout est politique. Pas que politique, hein. Je vous encourage à regarder cet intermédiaire, ce moment où une des présentatrices commence à parler avec derrière elle une membre de je sais plus quel groupe qui balbeure, qui balbeure derrière. Je vous laisse. Oui, pardon. Tout est politique et tout est sexuel. À l'Eurovision. Oui, c'est un peu surprenant, mais ça a l'air ça. Portugal, je crois. Une personne en costume traditionnel. Ben voilà. Mais bon, l'Eurovision, ça reste quand même un moment assez drôle. Où, voilà, vous le savez, je crois qu'on vous l'a déjà dit, ça fait 4 ans qu'on vous le dit, un moment qu'on aime bien passer avec des amis en général, voilà, et on se prend pas la tête, on fait une petite bouffe, on boit un petit coup avec des bons produits, et puis voilà, et simplement, on se marre bien. Et oui, puis en général, Guillaume fait un live tweet sur Twitter. Ou alors je fais un tweet par passage, hein, faut pas déconner non plus, hein. Je sais qu'il y en a qui sont très 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 au taquet, mais moi pas tant que ça. Ouais, enfin, ça pétasse quand même. Ah, ça bitch un peu. Mais bon, c'est fait pour ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, à une époque, on envoyait des gens pour gagner. Aujourd'hui, il y a pas mal de... On a lu pas mal d'articles. J'ai lu un article notamment sur la Belgique qui disait que pendant des années, ils ont tout fait pour envoyer les candidats les plus, disons, les moins représentatifs et les moins consensuels. C'était la Belgique ou les Pays-Bas ? Moi, j'ai lu un article sur la Belgique, l'ancien patron de la RTBF qui disait que c'était la hantise absolue de gagner l'Eurovision parce que ça coûte un pont derrière. C'était 25% de leur budget à rajouter si jamais ils devaient organiser l'Eurovision l'année suivante, quoi. Voilà, on peut entendre dans ce cas-là qu'on ne privilégie pas forcément la qualité, mais plutôt d'envoyer juste quelqu'un qui fait bien marrer les gens. Par exemple, quelqu'un avec un chapeau de cow-boy et un pantalon rose. Mais ça, c'est une excuse, c'est un exemple, hein, je veux dire. Toute ressemblance à des faits existants. Un pantalon de cow-boy aussi. Hein. Ah oui. Parce qu'il était bizarre. Deuxième petit sujet dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est un sujet que l'on a tiré de ce que l'on reçoit régulièrement de nos amis Claire Anthony de WeBloom. Yes, WeBloom. Transformer vos questions fermées en questions ouvertes. Et on y a réfléchi un peu tous les deux, comme on prépare quand même un peu ces podcasts, faut pas croire, on y passe un peu de temps. Et on s'est posé la question qu'est-ce qu'on se pose comme type de question? Quelle est la première question qu'on se pose le matin? Quelle est la question qu'on se pose le soir? Alors, le matin, quand on se lève, c'est est-ce que tu as bien dormi? Le soir, quand tu rentres, c'est comment ça s'est passé? Ou plutôt, ça va ta journée? Ça va ta journée? Et souvent, effectivement, c'est des questions qui amènent à des réponses courtes. Oui, non. Après, même si on est parfois un peu plus loquace, en général, le matin, moi, je suis pas très réveillé. Et le soir, on est un peu fatigué, donc on va pas chercher nécessairement... Comment, Guillaume? Bah oui, on va pas... Comment alors là, je découvre. Tu découvres quoi? Que c'est pas forcément simple. Que ta loquacitude n'est pas très loquace. Quoi, le matin ou le soir? Oui, enfin, bon, bref. Attention, terrain glissant. Bref, revenons à nos questions ouvertes et nos questions fermées. Donc, ces questions fermées ont un peu tendance à fermer la discussion. Oui, c'est ça. Et comme on vous l'a déjà dit et redit, chez nous, on pense que la communication est essentielle. Et on se rend compte qu'effectivement, dans cette communication, se répondre par des réponses trop courtes, c'est un peu court, jeune homme. Et puis surtout, ça ne permet pas de nourrir l'échange. Et puis du coup, on est un peu coloc. C'est ça. Pas non, surtout en ce moment où c'est un peu la folie et où on est coloc encore déjà depuis 2 semaines de nouveau. Et alors, l'astuce de Claire et Anthony, donc de WeBloom, pour améliorer la communication du couple, c'est de passer de questions fermées à des questions ouvertes. Parce que du coup, tu ne peux pas vraiment répondre par oui ou par non. Il faut aller un peu plus loin. Alors, des exemples de questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que a été le meilleur moment de ta journée ? Qu'est-ce qui a été difficile ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là tout de suite maintenant ? Alors là, par contre, c'est le genre de questions que moi je poserais pas parce que Max il est incapable de décider. Donc de toute façon. Si, ça va pas plaisir. Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait plaisir ? Pas cette question. Qu'est-ce que tu ressens ?
De quoi aurais-tu besoin? Bon, après, on va pas non plus passer dans le pathos ou l'analyse psychologique, parce que ça peut aussi être un petit peu pénible à la fin de la journée. Non, ça, il faut pas, mais ouvrir un peu la discussion. Max, il avait une bonne... on a fait ça une fois ou deux. Il faudrait qu'on le refasse, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement. C'est quelles sont les 3 choses avant d'aller se coucher. Il me pose la question, quelles sont les 3 choses que tu retiens de positives que tu retiens de cette journée. Ça oblige à faire un peu son introspection et à revenir un peu sur sa journée et pas forcément à se dire que c'est juste une journée de plus qui est passée en speed, et je trouve ça très chouette. Exactement. Donc, j'avais d'ailleurs, dans la préparation de cette émission, écrit que c'était effectivement un moyen d'éviter d'être coloc, mais plutôt d'être couple, et que notre défi, c'était d'en faire quelque chose d'un peu plus quotidien et pas seulement d'épisodique. Tu vois, donc nos esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent toujours, c'est bien connu. Mais nous, on est des grands esprits, sans doute. En tout cas, entre nous deux, on est des grands esprits. Et vous, écoutez, dites-nous sur nos réseaux comment vous faites pour être dans la communication avec votre partenaire, mari, femme, compagnon, compagne. Chat, chien, poisson rouge. Enfin, c'est un peu plus compliqué pour les questions ouvertes avec les poissons rouges, mais je suis sûr qu'on peut trouver des... Pourtant les poissons rouges ont la bouche ouverte, exactement. Dernière rubrique de ce podcast, une petite rubrique culture. Bah oui, parce qu'on va faire un petit point capitale européenne de la culture pour ce podcast. Donc on vous a déjà parlé du système, comment ça fonctionne. Je crois que c'était l'année dernière. Exactement, pour notre Europodcast. Europodcast de 2022. Dernière rubrique. Dans ce podcast consacré en grande partie à la dimension européenne de notre monde, on va revenir cette fois-ci sur 4 villes, sur les capitales européennes de la culture. Pourquoi ? Parce que en 2028, aux côtés d'une ville tchèque, une autre ville française sera de nouveau capitale européenne de la culture. Alors, 4 villes françaises ont déjà reçu ce titre: Paris en 89, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013. Alors, on se souvient beaucoup de Marseille parce que Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, ils ont pour le coup beaucoup capitalisé. C'est l'une des premières villes en France à avoir vraiment capitalisé sur ce label qui attire. On vous mettra une petite infographie, notamment du tourisme, qui accroît la renommée, qui accroît les recherches sur cette capitale. Et voilà, c'est tout positif pour la ville en question. Et puis, on a Lille aussi, qui avait déjà commencé à bien capitaliser en 2004 avec Lille 3000. Et donc, pour 2028, on aura une ville française qui sera de nouveau capitale européenne de la culture. Le 3 mars 2023, un jury composé de 12 membres, 10 désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne et le Comité des régions, et 2 désignés par le ministère, a révélé les noms des villes présélectionnées. Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen se disputeront donc ainsi l'attribution. Les 4 municipalités vont désormais passer une nouvelle phase d'audition et d'entretien durant laquelle elles devront affiner leur dossier. Et la décision finale est attendue pour le mois de décembre 2023. Que la meilleure gagne. Merci Guillaume, et j'espère que ce sera Bourges, parce que j'y ai jamais été. On avait été à Rouen pour voir les bateaux, l'Armada. Non, c'était pas l'Armada ? Si, c'est l'Armada de Rouen. Voilà, on a été à Montpellier chez mes cousins, on a été à Clermont plusieurs fois. Donc Bourges, ce serait pas mal. Surtout, je sais pas ce qu'il y a comme culture à Bourges. Mais à Bourges, il y a pas mal de choses. Il y a le festival du printemps de Bourges, il y a un festival de la bande dessinée. Ça bouge à Bourges. Il faut pas croire, mais c'est vrai que c'est pas forcément une ville qui est sur toutes les cartes. Justement, ça peut être l'occasion de mettre une ville de mettre cette ville sur la carte de l'Europe. Eh ben génial. Écoute, on se dit qu'on ira visiter la capitale française. Et pourquoi pas européenne tchèque, de la culture. Européenne de la culture en 2028. Absolument. Parfait. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 19e épisode de notre saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Et n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Ça nous aidera à faire connaître ce podcast et puis à peut-être faire découvrir pour ceux qui sont à se balader et cherchent un nouveau podcast à écouter. Vous pouvez aussi nous mettre un like sur YouTube ou Twitter et un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, le mieux, c'est encore de partager.
Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode, on vous embrasse fort et à très bientôt pour de nouvelles tranches colorées.